bonjour, on va s'intéresser aux propriétés des alcanes et des alcools. On va d'abord regarder les températures des changements d'état des alcanes et des alcools. Et petite remarque d'abord sur les changements d'état. On va s'intéresser à la fusion et la vaporisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe pendant un changement d'état? On apporte de l'énergie et cette énergie va simplement servir à séparer les molécules. Ce qui veut dire que plus la température de changement d'état d'un corps est importante, ça veut dire que plus il va falloir fournir d'énergie pour séparer ces molécules. Alors, quand on regarde les températures, par exemple, d'ébullition des alcanes et des alcools, on voit sur la courbe que la température d'ébullition des alcools est toujours plus importante que les alcanes, en tout cas pour des molécules qui ont le même nombre de carbone dans la chaîne carbonée. D'autre part, on voit que plus la chaîne carbonée est importante, plus les températures d'ébullition sont grandes. Donc c'est ce qu'on voit ici. Voilà, si on a 3 carbones pour la molécule, donc on aura un propane et puis un propanol, il faudra plus d'énergie pour pouvoir faire le changement d'état du propanol que du propane. Et puis, voilà, si on passe maintenant à des chaînes carbonées plus longues, 10 carbones, il faudra encore apporter plus d'énergie pour séparer ces molécules. Alors, l'interprétation, c'est que pour les alcools, ce sont des molécules qui sont polaires. Donc, il y a deux types d'interactions qui vont avoir lieu quand on a des alcools. Ces molécules vont pouvoir interagir entre elles avec les forces de Van der Waals et les liaisons hydrogène, sachant que la liaison hydrogène est plus importante en termes d'attraction que la force de Van der Waals. Pour les alcanes, il n'y a pas de liaison hydrogène, ce sont des molécules qui sont apolaires, on a simplement les interactions de Van der Waals qui vont exister. Ce qui veut dire que, en fait, pour pouvoir séparer les molécules d'alcool, il faudra à ce moment-là détruire ou aller contre ces forces de Van der Waals et des liaisons hydrogène, donc il faudra apporter plus d'énergie pour séparer les molécules d'alcool que les molécules d'alcane. Et maintenant, plus la chaîne carbonée devient longue, ça veut dire que sur ces chaînes carbonées, on va avoir plus d'interactions entre les molécules, donc plus de force de Van der Waals, ce qui veut dire qu'il faudra à ce moment-là, encore une fois, apporter plus d'énergie. Maintenant, pour les molécules qui sont ramifiées, on va comparer les molécules ramifiées avec des molécules qui sont, on va dire, plus longues, sans ramification, des molécules linéaires. On s'aperçoit que au niveau des forces de Van der Waals qui vont s'appliquer entre ces molécules ramifiées, il y a moins d'interactions possibles du fait de la géométrie dans l'espace de ces molécules. Maintenant, si on a le même nombre de carbone, mais que cette chaîne de carbone est complètement linéaire, à ce moment-là, on a plus d'interactions de Van der Waals possibles. Ce qui veut dire que la température d'ébullition de la chaîne linéaire sera plus importante que pour la température d'ébullition pour les alcanes qui sont ramifiés. Voilà. Maintenant, au niveau de la miscibilité entre les alcools et l'eau, alors l'eau c'est une molécule qui est polaire, les alcools sont des molécules qui sont polaires aussi, et en fait elles vont pouvoir interagir par l'interaction, par la liaison hydrogène. Donc c'est cette interaction qui va être prépondérante entre les alcools et puis l'eau. Alors ça marche très très bien quand on a des alcools qui n'ont pas des chaînes carbonées très longues. Donc si on prend du méthanol, de l'éthanol propanol, mélangé à l'eau, on voit un mélange qui est parfaitement homogène. Par contre, si on prend des chaînes de carbone qui sont plus longues, je prends par exemple le cas de l'heptanol. L'heptanol, 7 carbone, on a toujours notre liaison, enfin notre groupe OH, hydroxyle, mais on a la chaîne carbonée ici en fait, qui est apolaire, donc qui est une partie qui est hydrophobe, qui ne voudra pas forcément se mélanger parfaitement à l'eau. Par contre, la partie qui va être, elle, hydrophile, la partie groupe caractéristique OH, celui-là se mélangera assez bien à l'eau. Mais dans l'ensemble, on va avoir un heptanol qui va en fait ne pas se mélanger parfaitement avec l'eau. Donc de manière générale, plus la chaîne de carbone est importante, augmente en nombre de carbone, moins la miscibilité sera importante. Maintenant, imaginez qu'on a un mélange entre différents alcools, différents alcanes. Comment on peut arriver à séparer
ces différents constituants, bah, tout simplement, on a vu que les alcanes, les alcools, euh, y compris simplement les alcanes, mais avec des chaînes carbonées différentes, ont des températures d'ébullition différentes. Donc, une des méthodes assez classiques, c'est la distillation fractionnée, avec la célèbre colonne de Vigreux, et puis on va avoir un tube réfrigérant pour pouvoir récupérer le distillat à la fin. Ben, on va s'apercevoir que le distillat, enfin le liquide qui va être le plus volatile, donc qui va avoir la température d'ébullition la plus basse, va être le liquide qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va appeler le distillat. Et puis ben, le liquide qui va rester dans le ballon, c'est ce qu'on va appeler le résidu, c'est le liquide qui est le moins volatile. Autre type de propriété des alcanes et des alcools. Les réactions avec le dioxygène. Par exemple, une combustion. Si on prend un alcool et un alcane, ils sont tous les deux constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène pour l'alcool. Quand on réalise une réaction de combustion, les deux produits qu'on va obtenir, ça va être de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors, au passage des choses qu'il faut connaître. L'eau, c'est avec le sulfate de cuivre anhydre qui va devenir bleu, qu'on va reconnaître la présence d'eau. Et puis le dioxyde de carbone sera identifié avec l'eau de chaux, qui va se troubler s'il y a du dioxyde de carbone qui est produit. Au cours des combustions des alcanes et puis des alcools, ben, on sait très bien que si on brûle un hydrocarbure, on va récupérer de la chaleur, ce qu'on appelle de l'énergie thermique. Maintenant, elle vient d'où cette énergie thermique? Tout simplement du fait qu'on va détruire en fait les liaisons covalentes qui lient les atomes entre eux. Donc en fait, chaque substance, chaque molécule va être caractérisée par ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique du combustible, ça correspond en fait à l'énergie libérée lors de la combustion complète de ce combustible, mais l'énergie libérée pour la combustion d'un kilogramme de ce combustible. Et donc l'énergie du pouvoir calorifique s'exprime en kilojoules par kilogramme.